Le papier dans ma main était froid. Plus froid que le bois de la porte de la chambre de ma fille. Rendu glissant par la pluie. C'était une lettre officielle? Pleine de mots juridiques et tranchants comme « saisie immobilière » et « dernier avis ». Mais tout ce que je pouvais sentir, c'était le poids de son échec. Mon échec. À travers la porte, je pouvais l'entendre. Maëlle. Sa voix était vive, énergique, pleine de cette confiance facile que je ne l'avais pas entendue m'adresser depuis des années. Elle riait. Oh mon Dieu! Vous êtes trop drôles les gars! Gazouillait sa voix. Étouffée mais claire. Bon. Maintenant, je fais une session de questions-réponses. Demandez-moi n'importe quoi. Mes jointures me faisaient mal à force de les presser contre le cadre de la porte. Je voulais frapper à la porte. Crier. Lui montrer ce bout de papier qui prouvait que son monde entier était un mensonge soigneusement construit. Maintenu par mon désespoir. Mais je suis restée là. Fantôme dans mon propre couloir. Elle était dans son monde. Un monde d'écrans lumineux et de fans anonymes. Et j'étais ici. Dans la réalité silencieuse et défaillante. Elle n'en a aucune idée. Il n'a jamais été question de contrôle. Il était question de survie. Cela n'a pas commencé avec cette lettre. Cependant, cette lettre n'était que la fin d'une très longue route. Cela a commencé il y a quelques mois. Cela a commencé avec une vidéo. Avant la vidéo, notre vie à Nantes était calme. Le calme après une tempête dont on sait qu'elle n'est qu'une pause temporaire. 2 ans s'étaient écoulés depuis que j'avais perdu David. Mon mari. D'une crise cardiaque venue de nulle part. Rapide et sans pitié. Il avait été le bruit dans notre maison. Le rire. Le chant faux sous la douche. La voix tonitruante qui pouvait toujours arracher un vrai sourire sincère à Maëlle. Sans lui. Le silence s'est engouffré pour remplir tous les espaces vides. Et il y en avait tellement. Notre maison. Une charmante petite maison de ville nantaise que David avait adorée. Semblait maintenant trop grande. Mon atelier d'illustration. Une véranda aménagée à l'arrière de la maison. Était mon seul sanctuaire. Il sentait le papier. L'aquarelle et l'essence de térébenthine. Ici. Je pouvais me perdre pendant des heures. Donnant vie à des renards fantasques en petits gilets et à de courageux petits oursons dans des voyages épiques pour les livres pour enfants qui payaient à peine nos factures. C'était mon travail. Mais plus que ça. C'était ma thérapie. C'était le seul endroit où je pouvais encore créer un monde où les choses avaient un sens. Où la gentillesse était récompensée et où tout finissait bien. Le monde réel était bien plus désordonné. Le monde réel avait Maëlle. Ma Maëlle. À 16 ans, elle était un mystère magnifique et frustrant. Elle avait les cheveux sombres et bouclés de David mais mes yeux prudents. Et ses yeux étaient presque toujours fixés sur l'écran de 15 cm dans sa paume. Le téléphone était une barrière? Un bouclier qu'elle tenait contre moi. Les conversations se réduisaient à une série de grognements et de réponses d'un seul mot. Comment s'est passée la journée au lycée? Ma chérie? Demandai-je, en essayant de garder ma voix légère. Bien. Ses pouces volaient sur l'écran. Quelque chose d'intéressant? Un haussement d'épaule. Pas vraiment. On mange du saumon ce soir. Ton plat préféré? Ok. Chaque repas ressemblait à une négociation avec une partie hostile. Je mettais la table. Un rituel auquel je m'accrochais parce que David y tenait. Pas de téléphone à table. C'était notre seule règle. Maintenant, Maëlle posait son téléphone face contre la table. Mais je pouvais sentir son attraction magnétique. Détournant son attention de moi. De la nourriture.
De la maison silencieuse qui hurlait de tout ce que nous ne disions pas. Elle me manquait. C'était une douleur physique. Un vide dans ma poitrine. Je vivais dans la même maison que ma fille. Mais elle était à des millions de kilomètres. Diffusant sa vie à des étrangers alors que je n'avais même pas droit à un laissez-passer de visiteur. Je me souviens d'un mardi matin. La pluie faisait ce truc classique de Nantes, un crachin fin et persistant qui donnait au monde entier un aspect gris et doux. J'étais dans mon atelier, luttant avec le dessin d'un blaireau dans une barque, quand j'ai entendu un fracas dans la cuisine. Mon cœur a bondi dans ma gorge. J'ai couru, mon esprit imaginant une centaine de scénarios horribles. J'ai trouvé Maëlle debout près du comptoir, fixant le sol. Le mug préféré de David. Celui avec le ridicule éléphant des machines de Lille dessus. Était en une douzaine de morceaux à ses pieds. Des larmes coulaient sur son visage. Silencieuse et lourde. Pendant une seconde, le mur entre nous a disparu. Je n'ai pas vu l'adolescente maussade, mais ma petite fille. Je me suis avancée pour la serrer dans mes bras, pour la réconforter. Je suis désolée, a-t-elle murmuré. La voix épaisse. Oh, ma chérie. Ce n'est qu'un mug. Ce n'est pas grave, ai-je dit. Mes bras se tendant vers elle. Elle a reculé, s'éloignant de moi comme si mon contact la brûlait. Laisse, a-t-elle dit. Sa voix devenant soudainement froide et sèche. Je vais nettoyer. Elle ne voulait pas me regarder. Elle s'est retournée et est sortie, me laissant seule avec les morceaux brisés du mug et le fantôme de mon mari. J'ai su alors qu'elle ne pleurait pas pour un morceau de céramique. Elle pleurait pour lui. Et elle ne voulait pas que je le voie. Partager son chagrin avec moi lui semblait être une trahison envers lui. Et ce simple fait m'a brisé le cœur plus que le mug n'aurait jamais pu le faire. C'était notre vie. Une série de connexions manquées et de portes qui se ferment. J'ai essayé. Mon Dieu. J'ai essayé. J'ai suggéré d'aller randonner près de la côte comme nous le faisions avec son père. Elle a dit que c'était ennuyeux. J'ai proposé de l'emmener. Elle est une amie. À un concert. Elle a dit que c'était bizarre. Je la perdais, la regardant s'éloigner dans le brouillard numérique. Et je n'avais pas le mot de passe pour y entrer. Je pensais que mon rôle était d'être la main ferme. L'encre. Je fixais des couvre-feux. Je demandais qui étaient ses nouveaux amis. Ceux que je ne connaissais que par leur pseudonyme en ligne. J'ai dit non au basket à 200 € dont elle insistait qu'elle avait besoin. Je pensais être un parent. À ses yeux, j'étais une gardienne de prison. Le jour où tout a volé en éclats a commencé comme n'importe quel autre. Je terminais une dernière épreuve pour mon éditeur. Mon blaireau dans sa barque ayant enfin l'air suffisamment déterminé. Mon téléphone a vibré au coin de ma table à dessin. C'était ma meilleure amie. Sarah. Sarah était mon opposée, une conceptrice web pointue et férue de technologie qui portait des blazers sur mesure et comprenait les algorithmes. Elle était mon rock. J'ai répondu, m'attendant à une blague sur mes tendances de réfractaire à la technologie. Salut. Toi. Ne me dis pas que tu as enfin compris comment poster sur Instagram sans mon aide. Sa voix était plate. Dénuée de toute humeur. Claire. Je t'envoie un lien. Tu dois le regarder. Tout de suite. Sarah. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air sérieuse. Regarde. C'est tout. A-t-elle dit. Et a raccroché. Un instant plus tard, un lien TikTok est apparu dans mes messages. J'utilisais rarement l'application. C'était le territoire de Maëlle. Mon doigt tremblait en tapant sur l'écran. La vidéo s'est chargée instantanément. Elle s'ouvrait sur un clip de Maëlle,
Son visage artistement cadré. L'air triste et vulnérable. Une musique de piano douce et mélancolique jouait en fond. Du texte est apparu à l'écran, ce que dit ma mère contrôlante. Puis. Une coupe rapide. C'était moi. Filmé secrètement de l'autre côté de la table du dîner. Ma voix semblait dure. Métallique. Tu dois être rentré pour 10 heures? Maël. C'est la règle. Retour sur Maël. Une seule larme roulant sur sa joue. Un autre clip. Moi. Debout dans l'embrasure de la porte de sa chambre. Qui est ce lune-bas étoilé à qui tu parles tout le temps? J'aimerais rencontrer tes amis en personne. Retour sur Maël. Secouant la tête de désespoir. Un autre. Moi. L'air stressé. Probablement après un appel avec la banque. Non. Nous ne pouvons pas nous permettre ces chaussures. C'est définitif. Les clips étaient courts. Totalement sortis de leur contexte. Enchaînés pour créer le récit d'une tyran cruelle et insensible. Le plan final était celui de Maël. Regardant la pluie par la fenêtre. Avec une légende qui m'a glacé le sang, elle essaie de ruiner ma vie parce qu'elle est malheureuse dans la sienne. Mère toxique, contrôle parental, libérez Maël. J'ai laissé tomber le téléphone. Il a heurté le sol avec un bruit sourd. Mais je ne l'ai pas entendu. Tout ce que j'entendais, c'était le sang qui battait dans mes oreilles. J'ai fixé le blaireau dans la barque sur mon bureau. Son monde était si simple. Mon monde venait d'exploser. J'ai ramassé le téléphone. Mes mains tremblaient si fort que j'avais du mal à le tenir. Les chiffres étaient stupéfiants. La vidéo était en ligne depuis moins d'une journée. 1 million de vues. Un demi-million de j'aime. Et les commentaires. Des milliers. OMG. Ma mère est exactement pareille. Reste forte. C'est littéralement de la violence psychologique. Je suis désolée que tu vives ça. Tu es si courageuse de partager ça. On est là pour toi. Elle a l'air d'un cauchemar. Tu devrais déménager. Il ne me connaissait pas. Il ne savait rien. Il ne savait pas que je fixais un couvre-feu parce qu'une fille de sa classe avait disparu d'une fête de ville plus loin. Il ne savait pas que je posais des questions sur ses amis parce que j'étais terrifiée de savoir à qui elle parlait en ligne. Il ne savait pas que j'avais dit non aux chaussures parce que je choisissais entre ça et payer la facture d'électricité à temps. Il ne voyait pas une mère en deuil essayant de garder sa fille en sécurité. Il voyait un monstre. Un monstre que ma propre enfant avait créé. Emballé et livré au monde pour sa consommation. Je suis restée assise dans mon atelier. L'odeur de la peinture me rendant soudainement malade. La lumière qui filtrait par la fenêtre semblait intrusive. Je me sentais exposée. Mise à nu et jugée par des millions d'inconnus. Mais sous le choc, quelque chose d'autre commençait à s'agiter. Une colère froide et silencieuse. Le genre qui ne crie pas, mais qui calcule. La vidéo tournait en boucle dans ma tête. Elle essaie de ruiner ma vie parce qu'elle est malheureuse dans la sienne. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se fermer. Maël était rentrée du lycée. Je suis restée assise dans la pénombre grandissante de mon atelier. L'écran du téléphone brillant sur mes genoux. Et j'ai attendu. Je n'ai pas bougé. Je suis restée assise dans la pénombre de mon atelier. La lueur numérique du téléphone peignant mon visage d'un bleu pâle et maladif. Chaque battement de mon cœur était un coup sourd contre mes côtes. J'ai entendu ses pas sur le vieux parquet. Le grincement familier de la 3e marche que je devais toujours faire réparer. Elle fredonnait. Un air léger et aérien d'un de ses groupes indépendants préférés. Le son était si terriblement normal. Si déconnecté de la violence qu'elle venait de commettre contre moi. Que j'ai ressenti cela comme un coup physique. Elle a poussé la porte de mon atelier sans frapper.
Chose qu'elle n'avait pas faite depuis des mois. Son visage était rouge d'excitation. Ses yeux brillants. Elle n'avait pas encore vu le téléphone sur mes genoux. Maman. Tu ne vas jamais croire ce qui s'est passé aujourd'hui. A-t-elle commencé? Laissant tomber son sac à dos sur le sol avec un bruit sourd. Tout le monde au lycée en parlait. Ashley Dubois. Tu sais. Celle qui ne me parle jamais? Elle est venue me voir et m'a dit que j'étais courageuse. Courageuse. Elle rayonnait, dégageant une sorte d'énergie triomphante qui remplissait la petite pièce. M'étouffant. Elle était fière de ça. Fière des mensonges. De l'humiliation qu'elle m'avait servie. J'ai lentement levé la main. Le téléphone tenu comme une pièce à conviction. L'écran était toujours allumé. Montrant la section des commentaires. Une cascade de sympathie pour elle et de vitriol pour moi. Son sourire a vacillé. Ses yeux se sont fixés sur l'écran. Et la lueur triomphante a disparu. Remplacée par une lueur de quelque chose d'autre, pas de la culpabilité. Pas de la honte. Mais une sorte de méfiance défensive. Alors? Dis-je. Ma voix dangereusement calme. C'est ça. Le courage. Maintenant? Elle a croisé les bras. La barrière familière se remettant en place. Ce n'est pas grave. C'est juste un TikTok. Juste un TikTok? Ai-je répété les mots? Goûtant leur absurdité. Maëlle. Il y a plus de 2 millions de personnes qui pensent maintenant que je suis une sorte de monstre. Tes professeurs ont vu ça. Nos voisins l'ont probablement vu. Sarah l'a vu. C'est comme ça que je l'ai découvert. Ma meilleure amie a dû m'appeler pour me montrer comment ma propre fille me crucifiait en ligne. Tu es tellement dramatique. A-t-elle ricané en roulant des yeux. Mais elle ne me regardait pas. Son regard se promenait dans la pièce. Sur les croquis au mur. Les pots de pinceau. N'importe où sauf mon visage. C'est une tendance. C'est juste. Tu sais. Du contenu. Les gens exagèrent. Tout le monde sait ça. Vraiment. Maëlle? Je me suis levée. Mes genoux semblant faibles. Parce que ça a l'air assez réel. Les clips sont réels. C'est ma voix. C'est mon visage. Tu as pris des moments de notre vie. Des moments où j'essayais de te protéger. Et tu les as transformés en armes à utiliser contre moi. Pourquoi? Pour ça? J'ai fait un geste vers le téléphone. Pour des « j'aime » ? Pour des commentaires d'inconnus qui ne savent rien de nous. Rien de ce que nous avons traversé? La mention de notre passé commun? Du trou béant que David avait laissé? L'a finalement obligé à me regarder dans les yeux. Son expression s'est durcie. Ne fais pas ça. Dit-elle. La voix basse. N'ose pas le mêler à ça. Comment pourrais-je ne pas le faire? Ma propre voix montait, se brisant sous une douleur si profonde que je la sentais dans mes os. La raison pour laquelle je suis comme ça. La raison pour laquelle je m'inquiète. La raison pour laquelle j'ai si peur tout le temps. C'est parce qu'il n'est pas là pour partager ça avec moi. Tu penses que ça me plaît d'être le mauvais flic? Je dois être la mère et le père. Je dois être celle qui dit non. Qui s'inquiète des factures? Qui s'assure que tu es en sécurité parce que s'il t'arrivait quelque chose. Je me suis étouffée avec les mots. Incapable de finir ma pensée. Elle a vu mes larmes. Et son visage s'est tordu. Non pas d'empathie. Mais d'un dégoût froid d'adolescente. C'était le regard qui disait, ça y est. C'est reparti. Les larmes de crocodile. C'est ton excuse pour tout? A-t-elle craché? Ces mots empreints d'un venin qui m'a stupéfiée et réduite au silence. Tu utilises papa comme prétexte pour me contrôler.
Tu es coincé dans le passé? Maman. Tu te promènes dans cette maison comme si c'était un musée en son honneur. Et tu veux que j'en sois aussi une pièce d'exposition. Mais je n'en suis pas une. C'est ma vie. Elle a pointé son pouce vers sa propre poitrine. Et tu ne sais rien de mon monde. Rien. C'était la phrase de trop. C'était le moment où la mère au cœur brisé en moi s'est retirée et où la partie qui avait été forgée dans le deuil et la survie a pris le dessus. Tu ne sais rien de mon monde. C'était une déclaration de guerre. Elle avait tracé une ligne dans le sable, séparant son monde numérique scintillant de mon monde réel et désordonné. Très bien. Si elle voulait que je voie son monde, je le verrais. Mais je ne serais pas une simple visiteuse. Si elle pouvait construire un récit à partir de mensonges, j'en construirais un à partir de la vérité. Une vérité illustrée. Elle s'est retournée pour partir, croyant avoir gagné, m'avoir réduite au silence avec sa logique cruelle et inattaquable. Maëlle, dis-je. Ma voix maintenant stable et claire. Elle s'est arrêtée à la porte, le dos tourné. Cette vidéo, dis-je. Tu vas la retirer. Maintenant. Elle a ri. Un rire court et amer. Non. Je ne le ferai pas. Et puis elle est partie, laissant une traînée de silence dans son sillage. Je suis restée là longtemps, la colère se refroidissant en une résolution solide et lourde au fond de mon estomac. Elle avait raison sur un point. J'étais malheureuse. Mais ce n'était pas parce que j'étais coincée dans le passé. C'était parce que j'étais terrifiée par un avenir où ma fille pourrait me regarder dans les yeux et ne rien ressentir. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis assise à ma table à dessin, le blaireau dans sa barque me fixant, et j'ai pensé à ces mots. Contenu. Tendance. Récit. Elle était une conteuse, tout comme moi. Mais elle utilisait des filtres. Des coupes rapides et une musique de piano triste. Mes outils étaient différents. J'avais du papier, de l'encre, et une mémoire douloureusement, parfaitement claire. J'ai appelé Sarah. Elle a décroché à la première sonnerie. Claire? Tu vas bien? Je suis tellement désolée. Je ne savais pas comment. Je vais bien. Les jeux coupés. Non. Je ne vais pas bien. Mais ça ira. Sarah? J'ai besoin de ton aide. Tu as dit que je devais me mettre sur Instagram. Oui. Pour poster tes dessins? Construire une communauté pour tes livres. Pas pour. Non. Pour ça. Dis-je. La voix ferme. J'ai besoin de créer un compte. J'ai besoin que tu me montres comment tout ça fonctionne. Les hashtags. Les stories. Tout. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Claire? Qu'est-ce que tu comptes faire? S'il te plaît. Ne te lance pas dans une guerre en ligne avec une bande d'adolescents. Tu ne peux pas gagner. Je ne vais pas me battre. Dis-je. En tirant vers moi une feuille de papier aquarelle épaisse et couleur crème. Je ne vais pas argumenter ou la traiter de menteuse. Je vais faire ce que je sais faire de mieux. Je vais raconter une histoire. La vraie. Je pouvais presque entendre le froncement de sourcils de Sarah à travers le téléphone. Quel est le nom du compte? J'ai baissé les yeux sur la page vide. Sur l'ensemble de pinceaux usés dans un pot à côté. Les mêmes que j'utilisais pour illustrer des histoires pour Maëlle quand elle était petite. Le carnet de l'illustratrice? Dis-je. Appelle-le le carnet de l'illustratrice. Mon premier poste n'était pas une réponse. Il n'était ni colérique ni défensif. C'était une simple et délicate aquarelle. C'était l'image d'une minuscule paire de bottes de pluie rouge,
Éclaboussé debout. Posé près d'une porte arrière. C'est tout. La légende était courte. Ses premières bottes de pluie. Elle a refusé de les enlever pendant une semaine. Elle a même essayé de dormir avec. Je me souviens m'inquiéter qu'elle ne trébuche. Mais son père a juste ri et dit, laisse-la faire. Une fille doit apprendre à marcher dans ses propres chaussures. Premier pas pluie nantaise souvenir. Je n'ai pas mentionné le nom de Maëlle. Je n'ai pas mentionné la vidéo. J'ai juste peint un souvenir. Un morceau de la vérité. Une seule page de la véritable histoire de nos vies. J'ai appuyé sur « Publier ». Puis je me suis mise au travail. J'ai dessiné la balançoire que David avait accrochée au vieux chêne dans notre jardin. J'ai peint le visage de Maëlle. Petite et barbouillée de chocolat. Pour son 4e anniversaire. J'ai dessiné sa main. Enroulée autour de mon doigt. Le jour où je l'ai ramenée de la maternité. Chaque publication était un acte de défi silencieux. Un contre-récit. Peint avec amour et chagrin. Au début, il ne s'est rien passé. Quelques « j'aime », principalement de Sarah et d'une poignée d'abonnés de mon éditeur. Maëlle l'a complètement ignoré, le considérant probablement comme pathétique. Elle est son nouveau meilleur ami. Un adolescent à l'allure lisse qui se faisait appeler Léo la légende, était occupé à faire des vidéos de suivi. Ils ont fait une session Q&A sur la vie avec une narcissique. Ils ont fait un sketch où Léo me jouait, portant une mauvaise perruque et criant à propos des couvre-feux. Ma fille riait, l'encourageant. C'était un coup de poignard dans le cœur chaque fois qu'une nouvelle vidéo apparaissait. Mais je n'ai pas fléchi. J'ai continué à peindre. J'ai dessiné le mug ébréché. Celui qu'elle avait cassé. Je l'ai repeint entier. La légende disait, parfois, les choses que nous brisons ne peuvent pas être réparées. Et parfois, il faut juste se souvenir d'elles telles qu'elles étaient. Mug éléphant café du matin laissé partir. Puis, lentement, quelque chose a commencé à changer. Quelques commentaires ont commencé à apparaître sur mes posts. Non pas d'adolescents, mais d'adultes. C'est tellement beau. Ça me rappelle mon fils. Être parent est le travail le plus difficile et le plus merveilleux du monde. Votre art le capture parfaitement. Mon nombre d'abonnés a commencé à augmenter. 200 à 500. Puis 1000. Ce n'étaient pas les chiffres explosifs que Maëlle obtenait. Mais ils étaient différents. Ces gens ne passaient pas seulement pour le drame. Ils se connectaient. Un soir, j'ai posté le croquis de 2 silhouettes. Une mère et une petite enfant. Blotties sous un grand parapluie. La légende était simple, mon seul travail était de la protéger de la tempête. Je n'avais pas réalisé que parfois, ils ont besoin de sentir la pluie. C'est celui-là qui a tout changé. Je me suis réveillée le lendemain matin avec des milliers de notifications. Le post avait été partagé par une blogueuse parentale populaire. Mes abonnés avaient grimpé à plus de 30 000 en une nuit. Les commentaires étaient un flot d'expériences partagées. De mères et de pères qui se sentaient invisibles. Qui luttaient avec leurs propres adolescents distants. Ils ne connaissaient pas toute l'histoire, mais ils en comprenaient le cœur. Ils voyaient l'amour. Je suis descendue pour faire du café. Mon cœur un étrange mélange de validation et d'effroi. Maëlle était déjà dans la cuisine. Le dos tourné. Fixant son téléphone. Elle était si immobile. Si silencieuse. Que j'ai su instantanément. Elle l'avait vu. Elle s'est retournée lentement. Le visage pâle. La confiance suffisante avait disparu. Remplacée par un regard de fureur pure et sans mélange. Qu'est-ce que tu crois que tu fais ? A-t-elle murmuré. La voix tremblante de rage.
Je partage juste quelques-uns de mes dessins. Ma chérie. Ai-je dit. La voix égale. N'ose même pas. A-t-elle sifflé. Tu utilises ma vie. Tu utilises notre vie pour des j'aime. Exactement comme tu m'as accusé de le faire. Mais tu es pire. Tu fais en sorte que tout ait l'air si parfait et si triste. Tu me fais passer pour la méchante. Je ne te fais passer pour rien du tout. Maëlle. Ai-je répondu en versant du café dans mon mug simple et non ébréché. Je dis juste la vérité. Tu n'es pas la seule à pouvoir raconter l'histoire. Ses yeux ont flamboyé. Oh. Tu veux une histoire? Tu veux la vérité? Dit-elle en se rapprochant. Très bien. Tu viens de commencer une guerre que tu n'as aucune idée de comment gagner. La guerre qu'elle a déclarée n'était pas faite de disputes criardes dans la cuisine. Elle était plus froide, plus calculée, et menée sur un champ de bataille où j'étais une parfaite novice. Sa menace a flotté dans l'air entre nous pendant des jours. Une promesse toxique et tacite. La maison est devenue encore plus silencieuse. Le silence épais de stratégie et de ressentiment. Nous étions deux généraux déplaçant des pièces sur un échiquier. Sauf que l'échiquier était notre vie. Et les pièces nos souvenirs. Sa première manœuvre fut l'escalade. Mes aquarelles douces et nostalgiques ne faisaient pas le poids face au contenu brut et agressif qu'elle et Léo se mirent à produire. Ils formaient une équipe redoutable. Maëlle était l'âme blessée et authentique. Et Léo le maître de cérémonie charismatique et habile qui savait exactement comment emballer sa douleur pour un engagement maximal. Ils ont lancé une nouvelle série, Je réagis à l'art de ma mère. Je n'oublierai jamais la première. Je l'ai regardée. Blottie dans mon atelier. La porte verrouillée. La vidéo s'ouvrait sur Maëlle et Léo assis côte à côte sur son lit. Mon dessin de ces petites bottes de pluie était affiché sur une tablette devant eux. Alors? Voici le dernier post de. C'est quoi le pseudo déjà? Demanda Léo en feignant l'ignorance. Le carnet de l'illustratrice? Dit Maëlle. Sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. C'est le projet artistique de ma mère. Léo zooma sur le dessin. Oh! Regardez ça. Des petites bottes. Tellement sain. Tellement sentimental. Il se tourna vers Maëlle. Son expression passant à une préoccupation exagérée. Mais quelle est la véritable histoire derrière ces bottes? Maëlle? Était-ce vraiment un moment mignon? Maëlle soupira de façon dramatique, passant une mèche de cheveux derrière son oreille. Je me souviens de ces bottes. Je me souviens que je voulais les porter parce que celles qu'elle avait achetées avant étaient bas de gamme et me donnaient des ampoules. Je me souviens qu'elle était en colère que je mette de la boue dessus parce qu'elle n'était. Et je cite. Pas Crésus. Le souffle m'a manqué. C'était un mensonge. Une pure invention? Tissée à partir d'un fragment de vérité. Nous étions à court d'argent? Toujours. Mais le souvenir qu'elle décrivait n'avait jamais eu lieu. Je m'étais réjoui de ses bottes boueuses. De sa joie d'enfant. Mais dans son récit, j'étais une mégère avare et en colère. Ils ont passé en revue mes publications une par une, tordant chaque souvenir. La balançoire? Elle a affirmé que je n'étais jamais là. Que j'étais toujours trop occupée à travailler, et que son père avait dû me supplier de sortir. Le gâteau d'anniversaire? Elle a dit que j'avais fait une version saine et sans sucre et qu'elle avait pleuré parce que tout ce qu'elle voulait. C'était un gâteau normal comme les autres enfants. Mensonge après mensonge. Chacun une coupure nette et délibérée. Il démantelait ma vérité. Brique par brique. Et la remplaçait par une caricature grotesque. Les commentaires sur ces vidéos étaient brutaux. Ses abonnés, désormais farouchement loyaux,
se sont retournés contre moi avec une vengeance féroce. Waouh! Elle te manipule avec son art. C'est un autre niveau de toxicité. On le savait qu'il y avait plus à l'histoire. Elle essaie de manipuler tout le monde. Ta mère n'est pas seulement contrôlante. C'est une révisionniste historique. Reste forte, Maëlle. Ma propre section de commentaires, autrefois un havre de soutien, est devenue un champ de bataille. Les fans de Maëlle ont inondé mes publications, me traitant de menteuse, de manipulatrice, de narcissique. Ma douce communauté de parents a essayé de me défendre, mais ils ont été noyés par le volume et le venin des attaques. C'était vertigineux. J'avais l'impression de perdre la raison, de remettre en question mes propres souvenirs. M'étais-je fâchée pour la boue? N'étais-je pas là pour la balançoire? Les mensonges étaient si spécifiques, si plausibles, qu'ils commençaient à paraître réels. Sarah m'a appelée, affolée. Claire, tu dois arrêter. Ça devient incontrôlable. Il te doxe. Quelqu'un a posté le nom de ton éditeur dans les commentaires. Il menace d'organiser un boycott de tes livres. Que suis-je censé faire? Sarah? Demandai-je. La voix creuse. Les laisser gagner? Laisser ces mensonges être la seule histoire que les gens entendent? Je ne sais pas. Admit-elle. Sa confiance habituelle ébranlée. Mais c'est un combat sale. Et tu es armé d'un pinceau alors qu'il conduit un tank. Elle avait raison. J'étais dépassée. Ma rébellion artistique et silencieuse était recadrée comme une campagne calculée de violence psychologique. Maëlle n'était plus seulement ma fille. Elle était mon adversaire. Et elle était impitoyable. Sa prochaine attaque visait le cœur de ma vie, mon travail. Elle et Léo ont fait une vidéo intitulée « Comment ma mère a monétisé ma douleur ». Ils l'ont filmée devant la porte de mon atelier. Beaucoup d'entre vous ont posé des questions sur l'art de ma mère, a dit Léo à la caméra. Son bras autour des épaules de Maëlle. Et beaucoup de gens trouvent ça si touchant. Mais si je vous disais que tout ça n'est qu'une stratégie commerciale? Maëlle a regardé dans l'objectif, les yeux grands et pleins de chagrin. J'ai découvert qu'elle parlait à son éditeur. A-t-elle dit? La voix brisée. Elle essaie d'obtenir un contrat de livre. Un livre entier. Basé sur notre vie. Basé sur moi. L'implication était claire et monstrueuse, je ne m'étais jamais soucié des souvenirs. J'avais vu la célébrité virale de ma fille comme une opportunité et j'avais fabriqué mon propre récit sentimental pour en profiter. Je n'étais pas une mère en deuil. J'étais une opportuniste sans cœur. Bien sûr. Elle a omis la partie où mon éditeur m'avait contacté. Elle a omis que je n'avais même pas encore signé de contrat parce que j'hésitais. Elle a omis que l'avance qu'ils offraient était la seule chose qui aurait pu empêcher la banque de saisir notre maison, un fait que j'avais désespérément essayé de lui cacher. La réaction fut immédiate et écrasante. Le hashtag annulé Claire Moreau est devenu tendance à Nantes. Mon éditeur a appelé. La voix tendue et formelle. Il reportait toute discussion sur un nouveau projet jusqu'à ce que la situation en ligne regrettable se résolve. Je savais ce que cela signifiait. C'était fini. La seule bouée de sauvetage que j'avais, celle qui aurait pu sauver notre maison, venait d'être coupée par ma propre fille. J'ai ressenti un désespoir si profond que c'était comme se noyer. J'avais perdu mon mari. Je perdais ma fille. Et maintenant? J'allais perdre ma maison et ma carrière. Tout ça pourquoi? Pour avoir essayé de dire la vérité. Ce soir-là, je n'ai pas peint. Je suis allée dans la cuisine et j'ai commencé à sortir des cartons. Si nous allions perdre la maison, je devais commencer à emballer. J'ai travaillé avec une efficacité engourdie et mécanique,
Emballant de vieilles assiettes dans du papier journal. Scotchant des boîtes de livres. J'étais un robot. Alimenté par le chagrin. Maëlle est descendue. Elle s'est tenue dans l'embrasure de la porte, me regardant. La colère sur son visage avait disparu, remplacée par une satisfaction froide et silencieuse. Elle avait gagné. Elle avait réduit mon monde en cendres. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle. Bien que ce soit évident. « Je fais les cartons. » dis-je, sans la regarder. Ma voix était plate. Vide. Pourquoi ? Je me suis finalement arrêtée et me suis retournée pour lui faire face. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Et pendant un instant, je n'ai pas vu la star de TikTok ou l'ennemi. J'ai vu la petite fille avec du chocolat sur le visage. La douleur de ce souvenir était un coup de poignard physique dans ma poitrine. À cause de tes vidéos. Maëlle, dis-je. Ma voix dénuée d'accusation. Énonçant simplement un fait. Mon éditeur m'a laissé tomber. Le contrat de livre est annulé. Cet argent était la seule chose qui nous permettait de rester ici. Nous ne pouvons pas payer le prêt immobilier. Alors maintenant, nous devons vendre la maison. J'ai pris une photo de nous trois sur la côte bretonne. David tenant une Maëlle rieuse sur ses épaules. Je l'ai enveloppée soigneusement dans du papier bulle. Félicitations. Tu es libre. Je m'attendais à une lueur de remords. Un moment de panique. Un soupçon de culpabilité. Je n'ai rien vu. Son visage est resté un masque de pierre. N'essaie pas de me faire culpabiliser, dit-elle. La voix dure. Ce n'est pas ma faute. Si tu avais mieux géré ton argent, nous n'en serions pas là. L'ignorance pure et stupéfiante de cette déclaration m'a finalement brisée. L'engourdissement a disparu, remplacé par une rage blanche et brûlante. Je l'avais protégée de la vérité de nos finances pendant 2 ans. J'avais mangé des pâtes bon marché pour qu'elle puisse avoir un nouveau jean pour le lycée. J'avais accepté des travaux commerciaux supplémentaires et écrasantes que je détestais. Dessinant des logos de dessins animés pour des entreprises de plomberie. Juste pour payer les factures. Je l'avais protégé du poids écrasant de la dette que David avait laissée sans le savoir. Des factures médicales qui s'étaient accumulées après sa mort. J'avais tout porté. Silencieusement. Pour qu'elle puisse juste être une enfant. Et c'était ma récompense. Gérer mon argent ? J'ai laissé échapper un rire qui ressemblait plus à un sanglot. Tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai fait pour garder ce toit au-dessus de ta tête. Et je m'en fiche. A-t-elle rétorqué. Tout ce qui m'importe, c'est que tu essaies de ruiner ma vie. Et maintenant tu essaies de me blâmer pour tes problèmes. Nous nous tenions là. Un gouffre d'incompréhension et de colère entre nous. Entouré des vestiges emballés de notre vie commune. La guerre n'était pas finie. C'était juste une nouvelle phase. Plus douloureuse. Elle pensait que c'était mon plus gros problème. Elle ne réalisait pas que ce n'était que le début. Le monde qu'elle et Léo avaient construit était sur le point d'exiger un prix bien plus élevé qu'un contrat de livre. Et j'étais terrifiée qu'elle soit celle qui le paierait. Les jours qui ont suivi ont été vécus dans un état d'animation surréaliste et suspendu. Je me déplaçais dans la maison comme un fantôme. Emballant des cartons le cœur lourd. Tandis que Maëlle et Léo intensifiaient leur campagne. Ils avaient goûté au sang. Et ils en voulaient plus. Ils ont déplacé leur attention de notre passé à mon présent. Présentant mon emballage alimenté par le deuil comme une nouvelle forme de manipulation. Ils ont posté une vidéo des cartons empilés dans notre salon. Elle était filmée en noir et blanc dramatique. La voix de Léo une narration solennelle. De style documentaire. Dans une tentative désespérée de regagner la sympathie du public. Antonna Théil.
La maman illustratrice a eu recours à la culpabilisation ultime, prétendre perdre sa maison. Maëlle est apparue à l'écran. Son expression un mélange parfait de chagrin et de résilience. Je ne sais plus quoi croire, a-t-elle dit. La voix tremblant légèrement. Une minute. Elle essaie d'obtenir un contrat de livre sur mon dos. La suivante. Elle dit que nous sommes ruinés. C'est comme si elle ferait n'importe quoi pour me faire passer pour la méchante dans son histoire. C'était une leçon de maître en communication. Ils avaient pris la réalité dévastatrice de notre situation et l'avaient peinte comme un mensonge pathétique et théâtral. Le récit qu'ils vendaient était addictif, la fille courageuse qui dit la vérité contre la mère instable et manipulatrice. Leur public a tout gobé. Mes tentatives de dire la vérité étaient maintenant la preuve de ma tromperie. Mon silence était la preuve de ma culpabilité. Chacun de mes mouvements était introduit dans leur machine à contenu et tordu en quelque chose de laid. J'ai arrêté de regarder les commentaires. J'ai arrêté de regarder ces vidéos. Je me suis replié sur moi-même, me concentrant sur la tâche physique de démanteler notre maison. Chaque objet que j'emballais était un souvenir. L'oiseau en céramique ébréché que Maëlle avait fait en CE2. L'exemplaire usé de Moby Dick de David avec ses notes dans les marges. L'album photo de nos dernières vacances en famille. C'était un enterrement pour une vie que j'avais si durement lutté pour préserver. Puis vint l'invitation. C'était un email du producteur d'une émission matinale nationale populaire. Bonjour la France. Ils avaient suivi la querelle familiale virale et voulaient présenter notre histoire. Ils voulaient m'inviter. En direct. Pour une interview exclusive. Je fixai l'email. Mon cœur battant la chamade. Mon premier instinct fut de le supprimer. De me cacher. J'étais une illustratrice de livres pour enfants. Une femme tranquille qui trouvait du réconfort dans l'aquarelle et la solitude. L'idée de m'asseoir devant des millions de personnes, sous un projecteur brillant, était terrifiante. J'ai appelé Sarah. Ils me veulent dans Bonjour la France. Dis-je. Ma voix à peine un murmure. J'ai vu l'email. Dit-elle. Ils m'en ont envoyé un aussi. Me demandant un commentaire sur mon implication. Je vais dire non. Bien sûr. Vraiment? Demanda Sarah. Sa voix vive. Pense Y. Claire. En ce moment, ils ont le contrôle total de l'histoire. Tu te bats contre une armée d'1 million de personnes avec quelques publications Instagram. Ça, c'est une chance de parler à tout le pays. Sans filtre. Pas de coupe rapide. Pas de musique de piano triste. Juste toi. Racontant ta version. Ma version? J'ai ri. Un son creux et amer. Quelle est ma version? Sarah? Que ma fille est une menteuse? Que nous sommes sur le point de devenir sans abri à cause d'une tendance TikTok? Qui veut entendre cette histoire? Les gens le voudront. A-t-elle insisté? Les gens qui en ont marre du cirque des réseaux sociaux. Les gens qui peuvent voir la douleur d'une mère. Ne laisse pas ce petit monstre de Léo être la seule voix qu'ils entendent. Tu dois y aller. Tu dois le faire. Ces mots ont résonné avec la petite braise vacillante de combativité qu'il me restait. Elle avait raison. Je les avais laissés me définir. Je les avais laissés raconter mon histoire. C'était ma seule chance de la reprendre. C'était une pensée terrifiante et audacieuse. Mais qu'avais-je d'autre à perdre? Ma réputation était détruite. Ma carrière était en ruine. Nous perdions notre maison. Tout ce qui restait, c'était la vérité. D'accord, dis-je. Le mot semblant étranger et lourd sur ma langue. D'accord. Je le ferai. La semaine précédant l'interview fut un flou.
Les producteurs ont organisé une liaison satellite depuis un studio du centre-ville de Nantes. Ils ont envoyé une voiture. J'ai choisi un simple chemisier bleu foncé. Quelque chose qui, je l'espérais, me donnerait un air sérieux. Pas celui d'une victime. Je ne l'ai pas dit à Maëlle. Ça ne servait à rien. Nous nous parlions à peine. Deux étrangères orbitant l'une autour de l'autre dans une maison pleine de cartons et de fantômes. Je ne suis pas sûre qu'elle ait même remarqué que j'étais partie ce matin-là. S'asseoir dans le studio froid et stérile était une expérience hors du corps. Une technicienne m'a mis une oreillette. Son contact impersonnel. Des lumières vives et chaudes m'aveuglaient. Et une voix désincarnée de Paris décomptait dans mon oreille. Devant moi se trouvait un grand moniteur montrant les deux présentateurs. Un homme et une femme aux dents incroyablement blanches et aux sourires empathiques et étudiés. Et nous sommes de retour dans Bonjour la France, a dit la présentatrice. Une femme nommée Cynthia. Son sourire figé. Notre prochaine invitée est au centre d'une histoire qui a captivé la nation en ligne. Claire Moreau est une illustratrice et maire de Nantes, qui a été accusée par sa propre fille, l'influenceuse adolescente Maëlle Moreau, d'être toxique et manipulatrice dans une série de vidéos virales. Claire, merci d'être avec nous. La lumière rouge de la caméra s'est allumée. C'était à moi. Merci de me recevoir. Ai-je réussi à dire? La bouche aussi sèche que du papier. Claire? Commença le présentateur masculin. Tom. L'expression grave. Ce sont des allégations sérieuses. Votre fille a des millions d'abonnés qui l'ont regardé décrire une vie de contrôle émotionnel et ce qu'elle appelle de la manipulation psychologique. Comment répondez-vous à cela? C'était le moment. Le moment où j'étais censé me défendre. Traiter Maëlle de menteuse. Lister ses cruautés. Mais en regardant dans le trou noir de l'objectif de la caméra, je n'ai pas ressenti de colère. J'ai juste ressenti une tristesse écrasante et accablante. J'ai pris une profonde inspiration. Je réponds. Comment sais-je? Ma voix tremblant légèrement au début, puis devenant plus forte. En disant que ma fille est une jeune femme brillante, créative et profondément sensible. Et elle souffre beaucoup. Ce n'était pas la réponse qu'ils attendaient. Les présentateurs ont échangé un regard rapide et surpris. Elle a raison. Ai-je continué? Trouvant un calme étrange dans l'œil du cyclone. Notre maison n'a pas été un endroit heureux. Pas depuis longtemps. Il y a 2 ans, j'ai perdu mon mari. Et elle a perdu son père. Et je ne pense pas que l'une de nous deux s'en soit jamais vraiment remise. Il était le ciment. Et depuis qu'il est parti, j'essaie de tout maintenir ensemble toute seule. Et je n'ai pas fait un très bon travail. Je ne regardais plus les présentateurs. Je parlais à l'objectif. Aux millions de personnes anonymes derrière lui. Je parlais à Maëlle. En espérant qu'elle regardait. J'ai eu peur. Et quand j'ai peur, je deviens contrôlante. Je fixe des couvre-feux parce que j'ai peur du monde sans lui ici pour m'aider à la protéger. Je pose des questions sur ses amis parce que je suis terrifiée par les dangers que je ne comprends pas. Je dis non aux choses chères parce que je suis la seule ici pour m'inquiéter des factures maintenant. Des larmes montaient à mes yeux. Mais je ne les ai pas combattues. Les vidéos qu'elle poste. Ce ne sont pas des mensonges. C'est sa vérité. Elles sont le reflet de ce que je lui ai fait ressentir. Et pour cela, je suis vraiment profondément désolée. Être parent, c'est comme avoir son cœur qui se promène en dehors de son corps. Et en ce moment, mon cœur souffre. Et je ne sais pas comment le réparer. J'ai terminé. La poitrine endolorie. Je ne m'étais pas défendue.
Je ne l'avais pas attaqué. J'avais juste dit la vérité. Ma vérité. La vérité désordonnée, douloureuse et compliquée d'une mère en deuil qui faisait tout de travers. Il y eut un moment de silence stupéfait du studio à Paris. Cynthia, la présentatrice, avait les larmes aux yeux. Tom s'est éclairci la gorge. Claire Moreau, dit-il. La voix douce. Merci pour votre incroyable honnêteté. L'interview s'est terminée. Les lumières chaudes se sont éteintes. La technicienne a retiré mon oreillette. C'était fini. Je suis restée seule dans le studio silencieux et froid, me sentant complètement et totalement épuisée. Je ne savais pas si j'avais amélioré les choses ou si je les avais empirées 1000 fois. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour le savoir. Le temps que la voiture me dépose chez moi. Mon téléphone vibrait sans cesse. Sarah appelait. J'ai répondu. La main tremblante. Tu as vu? A-t-elle demandé? La voix électrique. Claire? Tu dois voir ce qui se passe. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Twitter. Instagram. La page Facebook de l'émission. C'est partout. Les gens sont. Ils sont de ton côté. Complètement. Elle avait raison. Le vent avait tourné. Les hashtags avaient changé. Annuler Claire Moreau avait disparu. Remplacé par Je soutiens Claire et Team Maman. Les commentaires étaient un raz-de-marée de soutien. J'ai pleuré en regardant cette interview. Enfin. Une adulte dans la pièce. Il a fallu tellement de courage. Quelle classe. Sa fille et ce Léo ont l'air de vrais tyrans maintenant. Pour la première fois depuis des mois. Une minuscule lueur d'espoir a percé la morosité. Peut-être que j'avais réussi à faire passer mon message. Peut-être que les gens pouvaient voir au-delà du drame et reconnaître la douleur. Je suis entrée dans la maison. Maëlle était debout dans le salon, fixant son téléphone. Le visage cendré. Elle a levé les yeux vers moi. Ses yeux grands ouverts avec un mélange de choc et de fureur. Léo était en haut-parleur. Sa voix un bourdonnement frénétique. C'est grave? Maëlle? C'est vraiment grave, disait-il. Elle nous a eus. Elle est allée à la télé jouer la victime. Et maintenant on passe pour des monstres. On doit faire quelque chose. On doit contre-attaquer. Plus fort. Maëlle m'a regardé. Puis a regardé son téléphone. Je pouvais voir le conflit dans ses yeux. Une partie d'elle, j'en étais sûre, avait été touchée par mes mots. Mais elle était allée trop loin. La voix de Léo était celle en qui elle avait confiance. Celle qui promettait la gloire et la validation. Qu'est-ce qu'on fait? Lui a-t-elle demandé. Sa voix faible. Il nous faut un coup de grâce, a répondu la voix de Léo. Sèche et froide. Quelque chose qu'ils ne pourront pas retourner. Quelque chose qui prouve qu'elle n'est pas juste une maman triste. Quelque chose qui prouve qu'elle est dangereuse. J'ai vu le moment où elle a fait son choix. La lueur de vulnérabilité dans ses yeux s'est éteinte, remplacée par une résolution froide. Elle m'a regardé. Son expression indéchiffrable. Je pense. A-t-elle dit dans le téléphone? Ses yeux fixés sur les miens. Je pense que j'ai exactement ce qu'il faut. Le coup de grâce est tombé 2 jours plus tard. 2 jours d'un silence angoissant, où l'air dans la maison était si épais de menaces inexprimées que je pouvais à peine respirer. Mon interview m'avait valu une vague de sympathie publique. Mais je savais qu'elle était fragile. Dans le monde du drame en ligne, l'opinion publique est une bête capricieuse, toujours avide du prochain scandale. Léo et Maëlle l'affamaient, laissant le sentiment pro-maman atteindre un crescendo,
juste pour que la chute soit d'autant plus spectaculaire. J'ai essayé de lui parler. J'ai frappé à sa porte le soir après l'interview. Maëlle? On peut parler de ça. S'il te plaît? Ai-je demandé à travers le bois. Il n'y a rien à dire? A répondu sa voix. Plate et distante. Tu as eu ton mot à dire à la télévision nationale. Je suppose que c'est mon tour. La terreur qui s'est installée dans mon estomac était une pierre froide et lourde. Qu'est-ce qu'elle avait? Quel coup de grâce pouvait bien annuler la confession brute et honnête que j'avais exposée au monde entier? J'ai fouillé ma mémoire. Passant au crible les 2 dernières années de notre vie endeuillée. Cherchant un moment. Une action. Un mot qui pourrait être tordu en quelque chose de monstrueux. Je ne l'ai pas trouvé. J'avais été triste. J'avais été dépassée. J'avais été une mère imparfaite. Mais je n'avais jamais été dangereuse. La vidéo est sortie un jeudi après-midi. Sarah m'a envoyé le lien avec un simple message, « Je suis tellement désolée ». J'ai cliqué dessus. La main stable. Je me sentais étrangement calme. Comme une personne sur une plage regardant un tsunami approcher. Il n'y a rien à faire d'autre que de le regarder frapper. La vidéo était intitulée « La vérité ». Ma mère est instable et j'ai la preuve. Elle était différente de leurs autres vidéos. Pas de montage léché. Pas de musique triste. C'était juste un seul clip continu. Apparemment filmé avec un téléphone. L'horodatage dans le coin indiquait qu'il datait de 6 mois. La perspective était basse. Comme si le téléphone avait été posé sur un comptoir. C'était le flux d'une caméra de sécurité. J'ai ressenti un choc de confusion. Nous n'avions pas de caméra de sécurité à l'intérieur de la maison. Puis je me suis souvenu Maëlle avait demandé une petite caméra pour sa chambre l'année dernière. Prétextant s'inquiéter pour sa vie privée quand je faisais le ménage. Je n'avais pas réalisé qu'elle l'avait déplacée. Le clip montrait notre cuisine. J'y étais. Le dos principalement tourné à la caméra. J'étais au téléphone. Et j'avais l'air frénétique. Mes cheveux étaient en désordre. Je faisais les 100 pas. C'était une mauvaise journée. Je l'ai reconnu instantanément. C'était l'anniversaire de la mort de David. J'avais été au téléphone avec la compagnie d'assurance. Me battant pour une demande qu'ils avaient refusée. C'était un cauchemar bureaucratique et démoralisant un jour où mon âme était déjà en morceaux. Je ne comprends pas. Dit ma voix dans la vidéo. Tendue et aiguë. Nous avons payé chaque prime. Qu'est-ce que vous voulez dire par « ce n'est pas couvert » ? Il y a une longue pause pendant que j'écoute. Mon corps devenant de plus en plus tendu. Non. Non. Ce n'est pas acceptable. Criai-je dans le téléphone. C'est une erreur. Vous nous ruinez. Je raccroche le téléphone. Ma main le claquant sur le comptoir. Je laisse échapper un sanglot guttural de pure rage et de désespoir. Puis je le fais. Je vois une assiette sur l'égouttoir. Une simple assiette blanche. Je la prends et, avec un cri qui s'arrache de ma gorge, je la projette contre le sol. Elle se brise en 100 morceaux. Le son est incroyablement fort dans la petite cuisine. La vidéo me montre debout. Haletante. Fixant les morceaux brisés. Les épaules affaissées dans une défaite totale. Puis, le clip se termine. La vidéo passe à Maëlle. Assise dans sa chambre. Elle a l'air terrifiée. Ses yeux sont rouges. Comme si elle avait pleuré pendant des heures. Je ne voulais pas montrer ça. Murmure-t-elle. La voix brisée. J'avais peur. C'est ce que je vis. C'est la colère que je vois tout le temps. Mon interview télévisée était une performance. C'est qui elle est vraiment quand elle pense que personne ne regarde.
Léo apparaît à côté d'elle, passant un bras réconfortant autour d'elle. Il ne s'agit plus de couvre-feu ou de basket chair, dit-il. La voix grave et solennelle. Il s'agit d'un environnement instable. Il s'agit de la sécurité d'une jeune fille. Nous étions inquiets de ce qu'elle pourrait faire ensuite. Et c'est pourquoi nous avons dû partager ça. J'ai senti le sang quitter mon visage. Ils l'avaient fait. Ils avaient pris mon moment de désespoir absolu et privé et l'avaient présenté comme une explosion psychotique et violente. Ils avaient supprimé le contexte de l'appel téléphonique, la compagnie d'assurance, l'anniversaire de la mort de mon mari et n'avaient laissé que l'image brute et laide de ma colère. Ils m'ont fait passer pour une déséquilibrée. Dangereuse. Internet a explosé. Le revirement fut instantané et brutal. Toute la bonne volonté que j'avais bâtie s'est évanouie en un instant. Les commentaires sympathiques ont été remplacés par des commentaires d'horreur et de dégoût. Je le savais. Cette interview télé était des larmes de crocodile. C'est un monstre. C'est terrifiant. Pauvre fille. Quelqu'un doit la sortir de cette maison. Casser des choses comme ça est un précurseur de la violence physique. Protégez Maëlle. Le hashtag Protégez Maëlle est devenu viral dans le monde entier. Mon nom, Claire Moreau, était synonyme de mère abusive. Cette fois, ce n'était pas seulement des adolescents. C'étaient des adultes, des experts en parentalité, même des célébrités mineures, tous donnant leur avis, me condamnant. Mon éditeur a envoyé un email laconique d'une ligne, mettant officiellement fin à notre relation. Une camionnette de presse locale s'est garée en face de ma maison. Quelqu'un a jeté des œufs sur la fenêtre de mon salon. Je n'étais plus seulement un sujet de commérage. J'étais un danger public. La maison, autrefois notre sanctuaire, ressemblait à une prison. Les cartons que j'avais emballés pour notre déménagement semblaient maintenant des barricades contre le monde extérieur. Je ne pouvais pas partir. Je ne pouvais même pas regarder par la fenêtre sans voir une caméra pointée sur moi. Maëlle est restée enfermée dans sa chambre. Je ne sais pas si elle ressentait du triomphe, de la peur, ou une sorte de mélange malsain des deux. Elle avait son coup de grâce. Elle avait gagné la guerre si complètement qu'elle avait anéanti le pays entier sur lequel nous nous battions. Je me sentis m'éteindre. Le deuil, la colère, la peur c'était trop. Je me noyais, et la personne qui me maintenait la tête sous l'eau était mon propre enfant. J'ai arrêté de manger. Je dormais à peine. Je restais juste assise dans mon atelier, entourée des fantômes des personnages heureux que je dessinais autrefois. Et je fixais une feuille de papier vierge. L'illustratrice n'avait plus d'histoire à raconter. Quelques jours plus tard, une enveloppe nette et d'aspect officiel a été glissée sous notre porte d'entrée. Elle ne venait pas de la banque cette fois. Elle venait du tribunal. Je l'ai ouverte avec des doigts engourdis. C'était une ordonnance de protection temporaire. Déposée par Maëlle Moreau. Contre Claire Moreau. Le langage juridique était froid et tranchant. Je ne devais avoir aucun contact avec elle. Je devais rester à au moins 100 mètres d'elle en tout temps. Il y aurait une audience dans 2 semaines pour la rendre permanente. La requête citait la vidéo comme preuve qu'elle était en crainte imminente pour sa sécurité physique. Je me suis effondrée sur le sol, la lettre serrée dans ma main. C'était ça. Le coup final est inimaginable. Elle n'avait pas seulement retourné le monde contre moi. Elle avait utilisé le système judiciaire pour rompre officiellement notre relation. Pour me déclarer légalement une menace. La porte d'entrée s'est ouverte. C'était Sarah. Elle devait l'avoir vu la lettre arriver. Elle s'est précipitée à mes côtés. Le visage un masque de fureur et d'inquiétude. Je vais appeler mon avocat, a-t-elle dit.
La voix tremblante de rage. Nous allons nous battre? Claire. C'est de la folie. Nous montrerons le clip en entier. Nous obtiendrons les relevés téléphoniques. Nous prouverons ce qui se passait. Mais j'ai juste secoué la tête. Un calme étrange et terrifiant s'est installé en moi. Le combat était terminé. À quoi bon? Gagner une bataille juridique mais perdre ma fille pour toujours? Nous avions déjà dépassé ce point. Elle avait déjà fait son choix. C'est fini. Sarah? Ai-je murmuré? Les mots ayant un goût de cendre. Elle a gagné. J'ai regardé autour du salon. Les cartons remplis de notre vie brisée. Et pour la première fois, j'ai réalisé que les paroles de Léo étaient prophétiques. Ils étaient inquiets de ce que je pourrais faire ensuite. Et la vérité, c'est que moi aussi. Quand on n'a plus rien à perdre, on devient imprévisible. Le monde me voyait comme un monstre. Ma fille me voyait comme un monstre. Peut-être était-il temps d'arrêter de se battre. Mon esprit, qui avait été un brouillard de désespoir, s'est soudain éclairci. Une idée a commencé à se former. Une idée terrible, désespérée et d'une clarté cristalline. C'était un plan né non pas de l'espoir, mais de son absence totale. Si Maëlle voulait la vérité réelle, dévastatrice, qui change la vie, alors je la lui donnerais. Toute la vérité. Le seul secret que j'avais gardé plus férocement que tout. Celui que j'avais promis à David d'emporter dans ma tombe. J'ai regardé Sarah. Les yeux secs. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Ai-je dit. Ma voix stable. Mais tu ne peux poser aucune question. Les 2 semaines qui ont précédé l'audience ont été les plus longues de ma vie. J'étais prisonnière dans ma propre maison. Légalement interdite de parler à la seule personne qui la partageait. Nous communiquions par le silence. Par le son d'une porte se fermant dans le couloir. L'eau qui coule d'une douche. Le bourdonnement silencieux d'un ordinateur portable tard dans la nuit. La maison était une tombe. Lourde des fantômes de ce que nous étions. La camionnette de presse à l'extérieur avait été remplacée par un jugement silencieux et persistant des voisins, qui détournaient les yeux si j'osais sortir pour prendre le courrier. Maëlle, de son côté, semblait s'être retirée. Les publications triomphantes avec Léo ont cessé. Ses réseaux sociaux sont devenus silencieux. Je ne savais pas si c'était une manœuvre calculée. Une façon de paraître comme une victime traumatisée? Ou si un fragment de réalité avait finalement percé son armure numérique? Avait-elle vu l'ordonnance de protection et ressenti un élan de victoire malsain? Ou une pointe d'horreur face à ce qu'elle avait fait? Je n'avais aucun moyen de le savoir. Elle était une étrangère pour moi maintenant? Une fille derrière une porte verrouillée. Pendant ce temps, j'ai fait exactement ce que j'avais dit à Sarah que je ferais. J'ai trouvé la boîte. Elle était au fond de mon placard, cachée sous une pile de vieilles couvertures. C'était une simple boîte à chaussures en carton, scellée avec du ruban adhésif jauni. Elle n'était pas remplie d'illustrations charmantes ou de photographies sentimentales. Elle était pleine de la vérité que j'avais fuie. La vérité dont j'avais protégé Maëlle toute sa vie. La vérité de David. L'ouvrir. C'était comme profaner une tombe. L'air qui s'en est échappé sentait le vieux papier et les secrets. À l'intérieur, il n'y avait pas d'ordre. Juste un fatras de documents qui représentaient l'implosion lente et silencieuse de la vie de mon mari. Et par extension, de la mienne. Il y avait une liasse de relevés de cartes de crédit avec des soldes si élevés qu'ils me donnaient le vertige. Chacun témoignant d'une dette désespérée et croissante. Il y avait des lettres de banque. Des refus froidement formulés pour des prêts professionnels.
Il y avait un épais plan d'affaires imprimé professionnellement pour Moreau Design. Le rêve de David d'ouvrir son propre cabinet d'architecte. Il était plein de projections pleines d'espoir et de dessins magnifiquement rendus d'un bureau qui n'existerait jamais. Niché tout en bas. Sous le poids de tout cet échec, se trouvait une unique enveloppe scellée, adressée à moi de son écriture familière. Je ne l'avais lue qu'une seule fois. Le lendemain de ses funérailles. Et ces mots s'étaient gravés dans ma mémoire. C'était une confession. Une lettre de suicide sans l'acte final. Il écrivait sa honte. La dette secrète qu'il avait accumulée en essayant de lancer un rêve qu'il savait vouer à l'échec. Il écrivait la pression. La peur. Et comment il se sentait comme un imposteur. Et il m'a fait promettre une chose, ne laisse jamais Maël savoir que son père était un échec. Laisse-la se souvenir de moi comme de l'homme que je voulais être. Pas de l'homme que j'étais. Protège-la de ça. Claire. S'il te plaît. Et je l'avais fait. Je l'avais protégée. J'avais absorbé la dette. Travaillé jusqu'à l'épuisement. Et porté le masque d'une mère économe et contrôlante. Tout ça pour honorer sa dernière volonté. Je l'avais laissé me haïr pour préserver son souvenir parfait de lui. Mais ma protection était devenue une prison. Et mon silence avait été tordu en une arme contre moi. La promesse que j'avais faite à un homme mort détruisait les vivants. Il était temps de la rompre. Le point culminant ne fut pas une dispute à grands cris ou une confrontation dramatique. Ce fut silencieux. Méthodique. Le jour de l'audience est arrivé. Un matin gris et couvert à Nantes. Je savais que Maël devrait quitter la maison pour rencontrer son avocate. Je l'ai entendu bouger dans sa chambre. Le clic doux de sa trousse de maquillage. Le bruissement des vêtements. Je me suis assise dans mon atelier. La boîte à chaussures sur mes genoux. Et j'ai attendu. J'ai entendu la porte d'entrée se fermer. J'ai compté jusqu'à 100. Mon cœur martelant contre mes côtes à chaque numéro. Puis je me suis levée. Marcher dans le couloir jusqu'à sa chambre. C'était comme traverser les lignes ennemies. L'ordonnance de protection dans ma poche me semblait être une marque au fer rouge. Un papier qui me déclarait envahisseuse dans ma propre maison. J'ai poussé la porte de sa chambre. Sa chambre était un sanctuaire à sa nouvelle vie. Les murs étaient couverts d'affiches de groupes que je ne reconnaissais pas et d'influenceurs que je ne connaissais que trop bien. Une ring light était fixée à son bureau. C'était la chambre d'une étrangère. Mais sur sa table de nuit, il y avait une petite photo encadrée de nous trois. Prise des années auparavant par une journée ensoleillée à la plage. Son souvenir parfait. Posé juste à côté des outils de sa nouvelle réalité. Mes mains ne tremblaient pas. Je me déplaçais avec un but étrange et calme. Je me suis dirigée vers son lit. Les draps en désordre. Et j'ai placé la boîte à chaussures en plein milieu de son oreiller. On aurait dit une bombe. Sur le dessus de la boîte, j'ai posé 2 documents. Côte à côte. Le dernier avis de saisie pour la maison. Et l'ordonnance de protection temporaire qu'elle avait déposée contre moi. Son échec. Notre échec. Sa victoire. Tout cela. Exposé pour qu'elle le voie. Je ne me suis pas attardée. Je me suis retournée et suis sortie de sa chambre, tirant doucement la porte derrière moi. Je suis allée dans ma propre chambre et j'ai pris le petit sac de sport que j'avais préparé la veille. Il ne contenait pas grand-chose. Un changement de vêtements. Mon carnet de croquis. Une boîte d'aquarelle et mon portefeuille. Mon dernier acte fut d'aller dans mon atelier. J'ai trouvé l'aquarelle que j'avais peinte de nous deux sous le parapluie. C'était la publication qui avait fait que les parents du monde entier se rallient à ma cause. Et celle qui avait rendu Maëlle si furieuse. Au dos, j'ai écrit 7 mots. J'avais juste besoin que tu vois. Puis j'ai fait une pause. Et j'en ai ajouté 2 autres.
Je t'aime. J'ai laissé la peinture sur le comptoir de la cuisine, là où elle serait sûre de la trouver. Puis je suis sortie par la porte d'entrée, la fermant doucement derrière moi. Je n'ai pas regardé en arrière vers la maison, les camionnettes de presse, les yeux jugeurs de mes voisins. J'ai juste marché. J'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus au bout de la rue. Mon cœur un espace creux et vide dans ma poitrine. J'avais abattu ma dernière carte. J'avais dit toute la vérité. Laide et dévastatrice. Sans prononcer un mot. Le reste dépendait d'elle. Alors que le bus s'éloignait du trottoir, j'ai regardé par la fenêtre. La guerre était finie. Le champ de bataille était maintenant le sien. Je suis rentrée du bureau de l'avocate en me sentant vide. L'avocate, une femme vive que mon service d'aide juridique m'avait assignée, m'avait préparée pour l'audience. Elle appelait ça une « affaire gagnée d'avance ». Nous avions la preuve vidéo. Les menaces en ligne d'inconnus prouvant que ma mère était un paratonnerre à drame. Et mon propre témoignage de peur. J'aurais dû me sentir puissante. Vengée. Au lieu de cela, j'avais juste la nausée. Toute la matinée. Les mots de ma mère de l'interview à Bonjour la France résonnaient dans ma tête. Être parent, c'est comme avoir son cœur qui se promène en dehors de son corps. Je m'en étais moquée avec Léo, qualifiant cela de phrase sentimentale et bon marché. Mais elle s'était logée dans mon cerveau. Une écharde que je ne pouvais pas retirer. Léo m'avait envoyé des textos toute la matinée. Prête à tout écraser? Ne montre aucune pitié. C'est le dernier épisode. Fais en sorte qu'il soit bon. Ces mots, qui sonnaient autrefois comme un cri de ralliement, semblaient maintenant juste creux. J'étais fatiguée. Fatiguée d'être courageuse. Fatiguée d'être un personnage dans ma propre vie. Je suis entrée dans la maison. Et le silence était différent. Ce n'était pas le silence tendu et colérique des dernières semaines. C'était un vide profond et profond. L'air semblait léger. J'ai appelé. Par habitude plus qu'autre chose. Je suis rentrée. Rien. Sur le comptoir de la cuisine, une petite peinture était appuyée contre la salière. C'était celle de la mère et de l'enfant sous le parapluie. Mon estomac s'est noué. Je m'étais moquée de cette peinture avec Léo, la qualifiant de manipulatrice émotionnelle. Mais en la voyant maintenant, seule dans la maison silencieuse, elle avait juste l'air triste. Je l'ai prise. Au dos, dans l'écriture familière de ma mère, il y avait 9 mots. J'avais juste besoin que tu vois. Je t'aime. Une terreur froide a parcouru ma colonne vertébrale. Cela ne ressemblait pas à une manœuvre dans notre guerre. Cela ressemblait à une reddition. Cela ressemblait à un adieu. J'ai monté les escaliers en courant, le cœur battant à tout rompre. Maman? Ai-je appelé? En poussant la porte de sa chambre. Elle était vide. Le lit était fait au carré. Un sac de sport manquait dans le coin. Je me suis retournée et j'ai couru dans ma propre chambre. Et c'est là que je l'ai vue. Posée sur mon oreiller, il y avait une vieille boîte à chaussures cabossée. Dessus, 2 feuilles de papier, l'ordonnance de protection que j'avais déposée et une lettre de la banque avec le mot « saisie » imprimé en grosses lettres rouges. Je les ai fixées. Confuse. C'était ça sa manœuvre? Me montrer des papiers? Pour prouver qu'elle avait raison pour la maison? Ça semblait décevant. Pathétique. Même. J'ai pris l'ordonnance de protection. Mon propre nom listé comme requérante. La voir dans le contexte de ma maison vide m'a retourné l'estomac. Puis j'ai pris l'avis de saisie. La date finale était la semaine prochaine.
C'était réel. Les cartons en bas n'étaient pas un accessoire. Ma mère n'avait pas menti. Une vague de culpabilité, vive et écœurante, m'a submergée. Le contrat de livre sur lequel elle travaillait. Ce n'était pas pour la gloire. C'était pour sauver notre maison. Et je l'avais détruit. J'étais restée dans la cuisine et je l'avais narguée sur la gestion de l'argent alors qu'elle se noyait. Mais c'est la boîte qui a retenu mon attention. Elle avait l'air ancienne. J'ai soulevé le couvercle. Les mains tremblantes. Le contenu n'avait aucun sens au début. C'était juste un tas désordonné de vieux papiers. Des relevés de cartes de crédit. Des lettres de banque. J'ai vu le nom de mon père. David Moreau. Dessus. J'ai commencé à lire. C'était comme déchiffrer une langue morte. Virement de solde. Frais de retard. Taux d'intérêt qui me donnait le vertige. Les montants étaient stupéfiants. Des milliers. Des dizaines de milliers. Une dette si colossale qu'elle semblait impossible. Et puis j'ai trouvé le plan d'affaires. Moreau Design. Je me souvenais vaguement l'avoir entendu en parler. Les yeux brillants d'excitation. C'était son grand rêve. En regardant les documents, j'ai vu la mort lente et douloureuse du rêve enregistré en noir et blanc. Demande de prêt refusée. Ligne de crédit épuisée. Mes mains tremblaient maintenant. C'était le secret de mon père. Un secret d'échec qu'il avait caché derrière son sourire facile et son rire bruyant. Je l'avais vénéré. Dans mon esprit, il était le parent parfait. Le parent amusant. Tandis que ma mère était celle qui disait toujours non. Qui s'inquiétait toujours. Je réalisais maintenant qu'il était amusant parce qu'elle s'inquiétait. Elle portait le poids pour qu'il puisse voler. Tout au fond de la boîte se trouvait une enveloppe scellée. Elle portait le nom de ma mère. Écrit de la main de mon père. Il semblait mal de l'ouvrir. Comme une violation du plus haut degré. Mais je savais qu'elle était destinée à ce que je la voie. J'ai glissé mon doigt sous le rabat et j'ai sorti la lettre. Ma très chère Claire. Commençait-elle. J'ai lu ces mots. Et mon monde entier s'est effondré. Les fondations de ma vie. L'histoire que je m'étais racontée sur ma famille. Mon enfance. Mon père. Ma mère, tout s'est transformé en poussière. Il écrivait sur la dette. La honte. Le sentiment d'être un échec. Il écrivait qu'il ne pouvait pas supporter la pensée que moi. Que Maëlle connaisse la vérité. Elle m'adore. Claire avait-il écrit. À ses yeux, je suis un héros. Ne la laisse jamais voir ça. Ne la laisse pas savoir que son père était un échec. Laisse-la se souvenir de moi comme de l'homme que je voulais être. Pas de l'homme que j'étais. Protège-la de ça. Claire. S'il te plaît. J'ai laissé tomber la lettre comme si elle m'avait brûlé les mains. J'ai reculé et je me suis affalée sur le sol. Le souffle court et saccadé. Chaque souvenir des 2 dernières années a défilé dans mon esprit. Maintenant éclairé d'une lumière nouvelle et horrifiante. Chaque fois que ma mère disait « Nous n'avons pas les moyens », ce n'était pas une punition. C'était la vérité littérale. Chaque règle. Chaque restriction. Chaque moment de « contrôle » que j'avais si vicieusement exposé au monde était un acte de protection. Elle honorait sa dernière volonté. Elle me protégeait de cette vérité dévastatrice. Et ce faisant, s'était laissée devenir la méchante de mon histoire. Elle avait sacrifié sa réputation, sa carrière, sa maison et sa relation avec moi. Tout cela pour protéger mon souvenir de lui. Et je l'avais récompensée en la crucifiant. La vidéo d'elle brisant l'assiette a flashé dans mon esprit. L'anniversaire de sa mort. Elle n'était pas un monstre déséquilibré. Elle était une veuve.
Noyée dans la dette secrète de son mari. Le jour de l'anniversaire de sa mort. Se faisant dire par une compagnie d'assurance qu'il ne l'aiderait pas. Et j'avais pris son moment de chagrin profond et privé et je l'avais vendu au monde comme un divertissement. Un sanglot s'est arraché de ma gorge. Un son brut et animal de pure agonie. L'ampleur de ma cruauté. De mon ignorance. De ma rage enfantine et égoïste était insupportable. J'ai regardé mon téléphone. L'icône de TikTok. La porte d'entrée vers le monde qui m'avait donné tout ce que je pensais vouloir, la gloire. La validation. Une voix. Tout cela n'avait été qu'un mensonge. Une illusion toxique que j'avais construite sur les fondations du sacrifice silencieux de ma mère. Léo. Son nom m'est venu à l'esprit. Il avait été mon guide. Mon mentor. Il m'avait poussé. Encouragé. M'avait dit ce que je voulais entendre. Il n'était pas un ami. Il était un producteur. Et notre tragédie était son émission à succès. Je me suis précipitée sur mon téléphone. Mes doigts tâtonnant avec l'écran. Je devais la trouver. Je devais lui dire que je savais. Que je voyais. J'ai appelé son téléphone. Il est allé directement sur la messagerie vocale. J'ai appelé Sarah. Elle a répondu à la première sonnerie. La voix froide comme la glace. Que veux-tu? Maëlle? Où est-elle? Ai-je pleuré? La voix étranglée par les larmes. Sarah? S'il te plaît. Tu dois me dire où elle est. Je sais. Je sais tout. Il y eut une longue pause. Elle est partie. Maëlle? Dit Sarah. Sa voix s'adoucissant légèrement au son de mon désespoir. Elle est partie. Elle n'a pas dit où. Elle a juste dit qu'elle avait besoin de s'éloigner. Non. Ai-je murmuré? Le mot une supplication. Non. 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 Elle t'aime. Maëlle? Dit doucement Sarah. Tout ce qu'elle a fait. Elle l'a fait parce qu'elle t'aime. J'espère. Pour ton bien? Qu'il n'est pas trop tard pour que tu le comprennes. La ligne s'est coupée. J'étais seule. Seule dans la maison qui n'était plus la nôtre. Avec le fantôme de mon père et la vérité de l'amour de ma mère. L'audience était dans 1 heure. Mon avocate attendait. Léo attendait. Mon public attendait. Ils attendaient tous le dernier épisode. Et je savais, avec une certitude terrible et déchirante, ce que je devais faire. J'allais leur donner un final. Mais ce ne serait pas celui auquel ils s'attendaient. Je ne suis pas allée au tribunal. Mon avocate a appelé. Frénétique. Je n'ai pas répondu. Léo a appelé. Furieux. J'ai bloqué son numéro. Je suis restée assise sur le sol de ma chambre pendant ce qui a semblé une éternité. Entourée par les débris des secrets de mon père et de l'amour de ma mère. La personne que j'étais ce matin-là, l'influenceuse confiante et blessée, était morte. À sa place se trouvait une fille que je ne reconnaissais pas. Vidée par une culpabilité si profonde qu'elle ressemblait à une maladie physique. Il n'y avait qu'une seule chose que je pouvais faire. Un seul endroit où ma voix comptait encore. J'ai pris mon téléphone. Les mains tremblantes. Et j'ai ouvert TikTok. Je l'ai installé sur mon bureau. La rim light projetant une lueur froide et clinique sur mon visage strié de larmes. Je ne me suis pas soucié de maquillage ou de filtre. Je n'ai pas écrit de script. J'ai juste appuyé sur live. Le nombre de vues a commencé à grimper instantanément. Des dizaines. Des centaines. Puis des milliers. Les commentaires ont commencé à affluer. Un flot de textes rapides. Où es-tu? Tu as gagné le procès? Léo a dit que tu l'ignorais.
Raconte-nous tout. Maël. Ils avaient faim du prochain chapitre du drame. Je suis restée à fixer la caméra. Silencieuse. Pendant une minute entière. La confusion dans la section des commentaires a grandi. Elle va bien? C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Finalement. J'ai pris une inspiration. Salut tout le monde. Ai-je commencé? La voix rauque est brisée. Vous êtes tous là parce que vous avez suivi mon histoire. Ma guerre avec ma mère. J'ai ri. Un son court et laid. Eh bien. Aujourd'hui était censé être le final. J'ai attrapé la boîte à chaussures hors champ. Et ça. C'est la véritable histoire. Pas celle que je vous ai racontée. Pas celle que vous vouliez entendre. Pendant les 20 minutes suivantes, je leur ai tout raconté. Je ne me suis pas épargnée. Je leur ai lu des parties de la lettre de mon père. Je leur ai montré la vie de saisie. J'ai parlé de la dette, de l'entreprise qui a échoué, de la promesse que ma mère a faite à un homme mourant. J'ai parlé de la balançoire, du gâteau d'anniversaire, des bottes de pluie, les vrais souvenirs, ceux que j'avais enfouis sous des couches de ressentiment. Ma mère n'est pas un monstre. Ai-je dit. Les larmes coulant sur mon visage, sans me soucier de qui voyait. C'est une héroïne. Et moi? Je suis la méchante. C'est moi qui ai été cruelle, manipulatrice et toxique. Je l'ai fait pour ça. J'ai fait un geste autour de la pièce, vers l'écran, vers les chiffres qui augmentaient. Pour des j'aime. Pour des abonnés. Pour un sentiment d'importance qui n'était pas réel. J'ai pris la douleur privée de ma mère. Son sacrifice silencieux et incroyable. Et je l'ai transformé en contenu. J'ai laissé un étranger nommé Léo Martinez transformer la tragédie de ma famille en une émission de télé-réalité. Et j'en étais la star. J'ai brandi l'ordonnance de protection. C'est moi qui ai fait ça. J'ai accusé la femme qui a tout abandonné pour moi d'être un danger. Et maintenant? Elle est partie. Je l'ai chassée. Je ne sais pas où elle est. Et je ne sais pas si elle reviendra un jour. J'ai regardé directement dans l'objectif. Les yeux suppliants. C'est ma dernière vidéo. Je supprime ce compte. Je me déconnecte. Rien de tout cela n'est réel. Ce qui est réel, c'est que ma mère est quelque part. Seule. À cause de ce que j'ai fait. Je ne demande pas votre sympathie. Je ne la mérite pas. Je demande votre aide. Elle s'appelle Claire Moreau. C'est une illustratrice. C'est ma mère. Je me suis alors complètement effondrée. Incapable de parler à travers mes sanglots. S'il vous plaît. Si quelqu'un la voit. Dites-lui juste que je suis désolée. Dites-lui que je vois maintenant. Dites-lui de rentrer à la maison. S'il vous plaît. J'ai mis fin au direct. Et puis, d'un dernier tapotement décisif, j'ai supprimé mon compte. Le monde que j'avais construit. Les millions d'abonnés. La coche bleue, j'ai tout effacé. C'était comme amputer un membre malade. Les suites ont été un tourbillon étrange et assourdi. Le direct, bien sûr, avait été enregistré et est devenu plus viral que tout ce que j'avais jamais posté. Le récit s'est à nouveau inversé. Cette fois avec une finalité choquante. Léo, la légende, a été exposé comme un parasite manipulateur et a été rapidement annulé. Ses propres sponsors le laissant tomber du jour au lendemain. La colère du public envers moi s'est adoucie en une sorte de fascination apitoyée. Une cagnotte en ligne a été lancée par des inconnus pour sauver notre maison. Et elle a atteint son objectif en moins de 48 heures. Le hashtag Trouver Claire Moreau a été tendance pendant une semaine.
Mais rien de tout cela n'avait d'importance. La maison était sauvée. Mais ce n'était qu'un bâtiment. Il était vide. Sarah est venue et m'a aidé à déballer les cartons. Nous avons travaillé en silence. La question tacite flottant dans l'air entre nous. Reviendra-t-elle? Elle n'est pas revenue. Les semaines se sont transformées en mois. Le monde est passé au drame suivant. À la star virale suivante. J'ai trouvé un travail dans un café local. L'ironie ne m'échappant pas. Je servais des cafés au lait au même genre de personnes qui regardaient mes vidéos. Parfois, ils me reconnaissaient, leurs yeux s'écarquillant d'une lueur de reconnaissance. Et vous êtes cette fille. Commençait-il? Et je hochais simplement la tête en leur tendant leur café. Ma célébrité était un fantôme qui me hantait. Un rappel constant de ma honte. J'ai appris à vivre avec le silence. J'ai payé les factures. Je me suis occupée de la maison. J'essayais d'apprendre à être la personne que ma mère avait toujours été. Responsable. Forte. Seule. Un an jour pour jour après mon dernier direct. Une carte postale est arrivée par la poste. Elle était épaisse. Comme du papier aquarelle. Il n'y avait pas d'adresse de retour. Et le cachet de la poste était maculé et illisible. Je l'ai retourné. Ce n'était pas une photographie. C'était une peinture. Une belle et délicate aquarelle d'une plage calme et sereine au lever du soleil. Les vagues clapotant doucement sur le rivage. Il y avait 2 paires d'empreintes dans le sable. Une grande. Une petite. Marchant côte à côte. Il n'y avait pas de mots. Il n'y avait pas de signature. Mais je savais. Ce n'était pas une promesse. Ce n'était pas le pardon. C'était juste un signe. Un seul coup de pinceau d'espoir sur une toile vaste et vide. Un message du monde de ma mère au mien. Elle était là. Elle allait bien. Et elle peignait toujours. J'ai scotché la carte postale au mur au-dessus de mon bureau. Je ne sais pas si elle rentrera un jour à la maison. Je ne sais pas si je pourrai un jour lui dire. Face à face. À quel point je suis désolée. Ou à quel point je l'aime. J'ai détruit notre vie pour une gloire éphémère et sans valeur. Je suis devenue célèbre. Comme je l'avais toujours voulu. Mais le vrai prix de cette célébrité n'était pas la perte de mes abonnés ou la honte que je porte maintenant. C'était elle. Ma mère m'a montré ce que signifiait vraiment être célèbre. Cela signifiait d'avoir mon nom. Mon histoire. Mon visage connu de millions de personnes. Tout cela lié pour toujours à la tragédie de la façon dont j'ai perdu la seule personne qui ait jamais vraiment compté. Et elle m'a montré le sens de cette célébrité par son silence. Par son art. Et par son absence insupportable et déchirante.